Et il y a plusieurs collègues qui en ont fait mention depuis le début de la journée. Là, on a tous des occupations quotidiennes, on a des enfants, on a des familles, on a des choses à gérer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui met quelques heures par jour à fouiller les livres d'économie et de sciences politiques pour voir les avantages de la souveraineté. C'est notre rôle de les convaincre de ces avantages-là pour que le prochain rendez-vous soit le bon, pour que le Québec devienne un pays. Et donc, une question qu'on m'a posée ce matin en Scrum, est-ce que la souveraineté, ce n'est pas un peu démodé ou dépassé? Et c'est une question vraiment étrange parce que la première question qu'on pose encore à toute personne qui veut s'impliquer en politique en 2018, et c'est la même chose avec les nouveaux candidats, la première question qu'on leur pose, c'est tout le temps « Avez-vous voté oui ou non au référendum et êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? » C'est encore la grande question dans le paysage politique au Québec et ce le sera toujours tant que ce ne sera pas réglé. Et donc, c'est un peu étrange de se faire demander jour après jour si la souveraineté n'est pas dépassée, alors que c'est tout le temps la question qui revient à chaque jour. Elle n'est évidemment pas dépassée puisqu'elle n'est pas encore faite. Donc, une fois qu'on l'aura faite, ce sera dépassé puisqu'on sera souverain, mais il faut la faire avant que ce soit dépassé. Et à savoir si la souveraineté est encore pertinente en 2018, comme si c'était une cause qui était pertinente en 1950, en 1980, en l'an 2000 peut-être, et que ce ne serait plus subitement en 2018, bien, la souveraineté est plus pertinente ou aussi pertinente qu'elle a toujours été. Et il faut illustrer dans des exemples du quotidien, en fait, à nos concitoyens, pourquoi c'est pertinent. Parce qu'encore une fois, quand ça reste dans l'abstrait, c'est un beau projet philosophiquement parlant, mais il faut que les gens fassent un lien avec leur vie de tous les jours, leur concret. Et j'ai donné quelques exemples ici des dossiers qui sont les plus d'actualité au Québec en ce moment. Si vous écoutez le téléjournal ou le journal de TVA ou que vous lisez les journaux, vous allez entendre parler de ces dossiers-là de façon à peu près certaine en ce moment au Québec. Donc, le premier, le dossier de l'immigration. Dans le dossier de l'immigration, le Québec dépend de ce qu'un gouvernement hors Québec va décider dans les grandes règles. On ne contrôle pas actuellement nos frontières. C'est un gouvernement hors Québec, le gouvernement fédéral, qui a le dernier mot sur bien des aspects de la chose. Donc, la souveraineté est extrêmement pertinente dans le cas de l'immigration. Dans le cas de la renégociation de l'ALENA en ce moment avec les Mexicains et les Américains, le Québec n'a pas un mot à dire puisqu'il n'est pas assis à la table. C'est le Canada qui parle directement aux États-Unis et aux Mexicains. Et le Québec, tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer un lobbyiste auprès du Canada pour faire valoir nos intérêts et nos objectifs. On n'est pas assis à la table de négociation directement parce que c'est des pays souverains qui négocient ces accords-là. Donc, la souveraineté est extrêmement pertinente dans le cas de la négociation des accords. Le prix de l'essence. Il y a quelques jours, notre chef a questionné le gouvernement à l'Assemblée nationale, à savoir, il y a quand même une certaine quantité de Québécois qui commencent à trouver qu'on se fait un peu rouler dans la farine par les grandes pétrolières quand on regarde le prix de la pompe qui saute d'un jour à l'autre sans grande raison fondamentale. Et le premier ministre, sans aucune gêne, premier ministre fédéraliste, en fait le plus fédéraliste que moi j'ai connu de mon vivant, c'est assez impressionnant de voir ça, il s'est levé sans gêne en disant qu'il ne pouvait rien faire pour les Québécois parce que c'est le fédéral qui s'occupe de ça. Donc, des aveux de faiblesse comme ça, ils en font tous les jours et on dirait que ça ne reste pas dans le paysage politique. Mais il faut vraiment illustrer, comme je le disais, à tous les Québécois que dans tous les aspects de leur vie quotidienne, la souveraineté les aiderait à mieux s'en sortir, et collectivement et individuellement. L'environnement. Il n'y a pas si longtemps, le Canada a décidé de déchirer l'accord de Kyoto, vous vous en souviendrez. Ça avait fait honte à beaucoup de Canadiens, ça avait fait honte à peu près tous les Québécois, mais le Québec s'était retrouvé à déchirer Kyoto parce que c'est le Canada qui l'avait signé et le Québec fait partie du Canada comme simple province. Donc, le Québec souverain n'aurait jamais déchiré Kyoto il y a quelques années. Pas plus qu'un Québec souverain aurait eu à se croiser les doigts dans l'espoir qu'un gouvernement hors Québec ne nous impose pas un pipeline il y a quelques mois, récemment. Les gens ne voulaient pas de pipeline au Québec. La presque totalité des maires au Québec étaient contre le projet d'un pipeline qui passerait près de nos cours d'eau. Malgré ça, c'est le fédéral qui a eu le dernier mot de dire « vous aurez ou vous n'aurez pas un pipeline ». Il y a une anomalie incroyable de se dire que chez nous, sur notre territoire, c'est un gouvernement hors Québec qui va décider si on a un pipeline ou pas qui passe chez nous. Donc ça, encore une fois, la souveraineté est extrêmement pertinente quand on parle d'environnement ou de développement durable. Légalisation du cannabis. Je ne connais pas vos pratiques, mais force est de constater que le fédéral a imposé ça au Québec et que le Québec n'était pas du tout dans le même échéancier. Le fédéral, en fait, c'est la promesse phare du gouvernement fédéral actuel, la légalisation du pot, ça en dit long sur leur menu législatif. Et bref, le fédéral a dit au Québec, ça va être légal à partir de telle date, organisez-vous avec les problèmes, que ce soit la réduction des méfaits, que ce soit la prévention, que ce soit tout ce qui découle de cet usage-là du cannabis. Ça ne se fera pas sans conséquence, tout ça. Le Québec n'a qu'à subir ça et doit en plus percevoir les taxes pour le fédéral sur ce produit-là.
Et on apprend de plus en plus, c'est assez désagréable de découvrir, qu'il y a beaucoup d'amis du gouvernement libéral qui sont autour de la production de ça. C'est un peu fatigant de voir ça. Mais bref, sur le plan de la légalisation du pot, qui a peut-être l'air d'un dossier un peu anodin, la souveraineté vient encore changer quelque chose, donc extrêmement pertinente là-dedans. Sur l'équité fiscale, le gouvernement fédéral, mine de rien, signe beaucoup d'ententes avec des législations de complaisance, qu'on appelle aussi des paradis fiscaux, mais ça peut être sur autre chose que la fiscalité. Et le Québec est beaucoup plus enclin à serrer la vis là-dessus. La preuve est que quand le fédéral a décidé de ne pas charger de taxes à Netflix, pour des raisons obscures aussi, le Québec a dit, nous, on va charger les taxes à Netflix, mais néanmoins, sur le plan fiscal et sur le plan de l'équité fiscale, on dépend d'un gouvernement hors Québec qui peut mettre en place des règles qu'on ne voudrait pas mettre en place si on était souverain. Donc, tous ces exemples-là et bien d'autres font en sorte qu'on peut démontrer à la population que la souveraineté, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas juste un projet poétique pour dire « maître chez nous » avec du Gilles Vigneault qui joue en arrière. Il y a des aspects vraiment pragmatiques à la souveraineté du Québec, tout comme 200 pays dans le monde jouissent de leur souveraineté et la protègent farouchement. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé qu'un pays soit devenu souverain ou qu'un pays soit venu au monde et l'ait regretté et ait voulu redevenir sous tutelle ou subordonné à un autre État. Donc, c'est jamais arrivé. La souveraineté, c'est une richesse qu'il faut acquérir pour le Québec et quand on l'aura, on ne voudra jamais s'en départir, c'est sûr. Autre aspect qu'on demande souvent, est-ce qu'on peut encore intéresser les jeunes à la souveraineté? Mais je pense que la salle ici est un excellent exemple que la réponse est oui. Pour les vieux comme moi qui ont 47 ans et plus, j'ai mis un petit aspect nostalgique du visuel du oui au référendum. C'était vraiment beau. Et donc, les causes qui touchent beaucoup les jeunes de nos jours, il y en a plusieurs, mais on entend souvent parler de l'ouverture sur le monde et des citoyens du monde, le développement durable, la protection de l'environnement. C'est une génération qui a commencé l'école en se faisant parler de recyclage et de protection de l'environnement. Donc, c'est une des premières générations qui a ça dans ses habitudes intrinsèques, je dirais. Et la transformation des habitudes aussi de consommation et la façon de se valoriser en société.